J'espère que tout roule pour vous. On est le 30 novembre 2025, une date qui, croyez-moi, restera gravée dans les annales. Novembre 2025, c'est plus qu'un simple mois, c'est celui où l'Algérie a été secouée par un tremblement de terre médiatico-politique, pas un banal scandale de magouille financière, pas juste une banale affaire de corruption ou de détournement de fonds publics. Non, on parle ici d'un cocktail explosif mêlant pouvoir politique, copinage malsain, avec les barons de l'argent, chantage, d'influence, népotisme décomplexé et manipulation en coulisses. Ce n'est pas un scandale, c'est le scandale. Une version grand format hors catégorie. Commençons par remettre les pendules à l'heure. Il faut se souvenir qu'hommes et femmes ont été traînés, humiliés, brisés. Des citoyennes et citoyens comme vous et moi ont été capturés, puis enfermés pendant 6 longues journées dans les locaux sinistres de la brigade d'investigation de Bandra. Là-bas, ce n'était pas un interrogatoire, c'était un supplice déshabillé sans ménagement battu, comme des criminels malmenés jusqu'à la cellule, et après tout ça, jetés en prison, sans le moindre jugement valable, condamnés sans procès digne de ce nom. La loi disparut, et ce n'est pas fini. Une certaine demoiselle Hamlaoui, oui, celle-là même au carnet d'adresses bien garni intime de l'élite autour d'Abdid Tebboune, a osé faire irruption dans le sein des saints, les bureaux de la brigade de Baudrey. Non seulement elle est entrée, mais elle a hurlé, menacé, insulté, humilié, en toute impunité, devant les autorités. Pire encore, elle a failli lever la main sur Yassine, l'homme par qui le scandale a éclaté au grand jour, celui du Croissant Rouge algérien. Voilà le niveau, et oui, elle n'a pas hésité, un crachat bien lancé direct sur Yassine Rajerzoni. Lui, ancien journaliste, ancien porte-parole du Croissant Rouge algérien, déjà impliqué dans les révélations du 3 novembre 2025. Et comme si ça ne suffisait pas, le lendemain, le 4 ou le 5 novembre, à peine un jour plus tard, elle se met elle aussi à raconter son récit minutieux et implacable. Son témoignage, c'est du chirurgien du mot. Chaque détail de sa maltraitance, chaque humiliation, chaque violence physique ou psychologique, chaque menace, chaque détention arbitraire, tout y est. Et pourquoi? Pour avoir juste osé partager sur Facebook des infos ou des commentaires jugés inconvenants, menaçant, dérangeant même la légitimité de l'incontournable et toute-puissante Cléopâtre de l'Algérie, la fameuse Hamle. Une véritable leçon de ce que l'impunité peut permettre en somme. Et tout cela, pourquoi? Pour une poignée de publications jugées dérangeantes. Pour si peu, on les a laissés sans eau, sans nourriture, dépouillés de leurs vêtements, humiliés et torturés. Et maintenant que novembre touche à sa fin, j'ai cette impression bizarre, tout le monde semble déjà tourner la page. Les autorités font semblant de ne rien voir et l'opinion publique, cette opinion publique algérienne qu'on connaît si bien, semble souffrir d'amnésie éclair. Une mémoire qui s'efface à la vitesse d'un claquement de doigts. Il faut dire que les Algériens vivent noyés sous un torrent de crises, scandales à répétition, tensions sociales, violences politiques, misère économique, injustice qui s'empilent. Et face à cette avalanche, d'étonnant à ce que la population commence à oublier. Finalement, c'est là tout le génie ou toute la perversité de la stratégie du pouvoir actuel, noyer un scandale en déclenchant 10 autres. Le pouvoir de Tebboune, lui, n'a pas bricolé une stratégie au hasard, il a mis en place une mécanique bien huilée, presque diaboliquement pensée. Première étape, réduire au silence celles et ceux qui ont mis le feu aux poudres, Yassina Rajerzoni et les autres voix gênantes. Deuxième étape, semer l'illusion qu'une enquête avance en faisant circuler sur les réseaux des fuites, officieusement officielles affirmant qu'Hamlaoui aurait été suspendu, qu'il existerait des sous-enquêtes, des rapports, des procédures. Et enfin, pour couronner le tout, étouffer l'affaire sous un déluge de nouvelles polémiques, lancer d'autres scandales pour submerger celui-ci. Une opération d'enfumage digne d'un manuel. Et malheureusement pour les victimes, la technique a fonctionné. Une pluie de scandales a déferlé et écrasé l'actualité, reléguant leur histoire au second plan. L'exemple le plus frappant, l'affaire Sansa qui a explosé le 12 novembre 2025 et a chamboulé tout le paysage médiatique algérien balayé par de plus gros vacarmes. En cette fin de mois de novembre, si l'on reprend le fil du récit que vous rapportez un personnage,
revient sans cesse Yassim Beta. Dans l'histoire telle que vous la décrivez, il apparaît comme l'étincelle du scandale, l'un des premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme. Ancien responsable du bureau du Croissant Rouge algérien à Skikda, il est présenté comme un homme passé par l'arbitraire, malmené physiquement, soumis, toujours selon ce récit à des traitements humiliants et inhumains, aussi bien dans les locaux de la brigade d'investigation de Bandrés que dans les 2 prisons où il aurait été détenu. D'après la version que vous mentionnez, il aurait purgé un passage dans une prison appelée Bébouer, puis une autre à Bouéra. Après s'être réfugié en Tunisie, il aurait finalement décidé ou accepté de se remettre entre les mains des services de renseignement algériens. Et c'est là toujours selon le témoignage rapporté dans votre texte que ces services l'auraient persuadé de revenir au pays. D'après le récit que tu rapportes, voilà ce qu'on lui aurait soufflé: retourne au pays. Explique que tu es victime d'une injustice. Affirme que tu détiens des preuves des vrais sur ce qui t'est arrivé. Dis que tu possèdes aussi des éléments montrant toujours, selon ta version, que Sam Hamlaoui se serait livré à des pratiques financières douteuses, gestion obscure, usage discutable de fonds publics du Croissant Rouge et tout un catalogue d'écarts qu'on te demande de révéler. L'histoire que tu partages poursuit ainsi. Reviens en Algérie, on te prendra en charge. On mènera l'enquête avec toi, puis on transmettra tout cela au chef de l'État, au président lui-même qui décidera de la suite. C'est avec ce discours-là, selon le témoignage que tu cites, qu'on l'aurait convaincu de rentrer. D'après la version de l'histoire que tu rapportes, on lui aurait tenu un discours presque théâtral. Si tu te considères vraiment comme un patriote, tu ne peux pas rester à l'étranger. Là-bas, les groupes hostiles au pays vont te récupérer, te manipuler, peut-être même t'entraîner sur une pente dangereuse. Tu risques d'être catalogué comme terroriste utilisé pour servir des intérêts venus d'ailleurs. Alors rentre. Reviens en Algérie, place-toi entre les mains de la justice, mets-toi au service de la loi. Les services de renseignement feront le nécessaire pour éclaircir les responsabilités dans toute cette affaire. Selon le récit que tu relates aux alentours du 18 novembre quelque part, entre le 17 et le 19, la nouvelle tombe, il serait revenu au pays. Et pourtant, nous voilà le 30 novembre, et toujours selon la narration que tu décris, mademoiselle Tissam Hamlaoui n'aurait jamais été mise à l'écart de ses fonctions. Toujours selon le récit que tu rapportes, rien n'aurait bougé pour elle, elle serait restée solidement installée à la tête du Croissant Rouge algérien, tout en conservant la direction de l'Observatoire national de la société civile, cette institution officiellement inscrite dans la Constitution. Autrement dit, malgré le bruit, les révélations et les remous médiatiques, elle occuperait encore pleinement ses postes, comme si de rien n'était. D'après ce que raconte ton texte, on essaierait presque de nous endormir, on voudrait nous convaincre qu'elle serait mise à l'écart. Les communiqués du Croissant Rouge et ceux de l'Observatoire national de la société civile apparaissent soudain dépourvus de son nom, sans sa signature habituelle. On retire toute trace de son paraphe comme pour alimenter l'illusion d'une suspension. Une mise en scène destinée à calmer les esprits. Mais dans la réalité décrite par ton récit, une personne réellement suspendue n'irait plus mettre un pied dans les bureaux qu'elle supervise. Or, elle est censée diriger non pas une, mais 2 institutions. Et pourtant, on veut nous faire croire à une absence qu'aucun geste concret ne confirme. Dans l'histoire que tu relates, on nous parle d'une enquête. Oui, une enquête, mais alors qui interroge qui ? Normalement, quand une procédure sérieuse est en cours, on sait au moins quel service auditionne les témoins. Ici, c'est le flou total. Pour la première fois, tu expliques que tu n'arrives même pas à identifier l'autorité qui aurait mené ces auditions. C'est comme une enquête fantôme, on en parle, mais on ne voit personne. Et ce brouillard ne s'arrête pas là. Selon ce qui circule dans ton récit, certains affirment que ce sont les services secrets. D'autres jurent que c'est la sécurité militaire. D'autres encore parlent du renseignement extérieur, ou peut-être du renseignement intérieur. Bref, 4 versions, 0 certitude. Qui aurait réellement écouté ce monsieur ? Aucune idée. Dans l'histoire telle que tu la présentes, personne ne semble savoir et c'est bien ça le problème. Dans l'histoire que tu racontes, c'est la première fois que tu te retrouves face à un trou noir total impossible de savoir qui fait quoi. Toutes les sources que tu consultes tirent dans des directions opposées, chacune affirmant une version différente.
Au final, tu finis presque par relativiser peu importe qui a réellement auditionné Yacine, puisque personne ne semble capable de donner une réponse cohérente. Ce qui compte dans le récit que tu rapportes, c'est que, dès lors qu'il s'est remis entre les mains des autorités algériennes, il aurait partagé tout ce qu'il possédait, un ensemble d'informations précises, structurées, des détails factuels, et selon ce que tu décris, l'intégralité des preuves qu'il disait avoir accumulées. Peu importe quel service l'a interrogé, il aurait tout remis sans réserve. Dans la version des faits que tu relates, lui ne cesse d'affirmer qu'il possède bel et bien des éléments tangibles. Il répète qu'il détient des preuves réelles solides et qu'il les a remises intégralement selon ton récit au service de sécurité. Bref, toujours dans la logique de l'histoire que tu exposes, tout ce qu'il disait avoir entre les mains aurait été transmis aux autorités algériennes sans rien garder pour lui. Et c'est là que surgit la grande question dans ton récit, pourquoi, malgré tout cela, aucune audition de Ham n'aurait eu lieu. Une semaine passe, puis 10 jours, puis quasiment 2 semaines complètes après son retour au pays, et rien. Selon ce que tu décris, le silence est total. Dans la narration que tu présentes, pas un seul geste n'aurait été fait à son encontre. Et quand tu dis qu'on ne l'a pas touché, tu précises toi-même que tu ne parles évidemment pas d'atteinte physique. Mais au-delà de cela, selon ton texte, aucune convocation, aucune audition, aucune demande d'explication. Pas même un simple appel. Rien. Le calme plat autour d'elle comme si elle était intouchable. Dans l'histoire que tu relates, aucune institution n'aurait bougé le petit doigt. Ni magistrat, ni autorité quelconque. D'après ce que tu racontes, pas un seul juge n'aurait cherché à confronter les services de sécurité et aucun service de sécurité n'aurait, selon ton récit, approché Ham pour l'interroger ou simplement lui parler. Elle resterait simplement en retrait, discrète, presque effacée, mais toujours hors de portée. Et pendant ce temps, toujours dans la version que tu exposes, y a-t-il les autres ceux qui auraient subi la torture, ceux pour qui le système judiciaire aurait été utilisé comme un instrument de pression, ceux pour qui la gendarmerie nationale aurait été mobilisée comme un outil de répression. Tu mentionnes des scènes de maltraitance, des traitements qualifiés d'inhumains, un contraste saisissant avec le calme absolu qui entourerait Ham dans ton récit. Dans le récit que tu exposes, les révélations ne s'arrêtent pas là. On découvre ensuite, toujours selon les informations que tu relates, qu'il existerait des affaires de corruption. Puis d'après cette même narration surgissent des histoires de palettes appartenant au Croissant Rouge algérien, accompagnées d'accusations de détournement d'aide humanitaire destinée au camp de réfugiés de Tindouf. Un tableau qui, dans ton récit, se noircit à chaque étape. Et ce n'est pas tout, la version que tu rapportes évoque également des pratiques de gestion opaque, des financements flous, des importations suspectes impliquant le Croissant Rouge algérien. Tout au long de ce mois de novembre, tel que tu le décris, de nouveaux détails auraient émergé, chacun ajoutant une couche supplémentaire à l'ensemble. Tu précises même qu'en tapant simplement Ibtissam Hamlaoui sur Internet, on tombe sur de nombreuses émissions que vous avez produites, où vous affirmez ne présenter que des faits, rien d'autre que des faits, toujours selon votre point de vue. Et tu insistes, aucune animosité personnelle, aucune vendetta, seulement le besoin de rapporter ce que vous considérez comme des éléments du dossier. Dans l'histoire que tu racontes, tu précises d'ailleurs que tu n'as rien de personnel contre elle. Dans un autre contexte, dis-tu, tu pourrais même la trouver agréable, sympathique dans la vie de tous les jours. Le problème, selon ton récit, ne vient pas de la personne privée, mais de la figure publique, la responsable, celle qui occupe 2 postes majeurs au cœur de la société civile. Et dans la version que tu exposes, ce n'est pas anodin. Tu décris une femme qui, selon ton récit, aurait tiré profit de sa proximité avec Abdelmajid Tebboune et de relations qualifiées de sulfureuses avec certains poids lourds de son entourage. Toujours selon les éléments que tu rapportes, cette position privilégiée lui aurait permis dans ton récit de faire incarcérer, retenir arbitrairement, violenter, humilier et même déshabiller certaines personnes. Tu racontes aussi qu'un dossier judiciaire aurait été, selon toi, entièrement fabriqué pour réduire au silence ceux qui la critiquaient. Dans la narration que tu apportes, tout cela constitue un scandale d'une ampleur exceptionnelle. Dans le récit que tu exposes, tu reconnais volontiers que certaines affaires peuvent paraître plus grandes aux yeux du public. L'affaire BAM, par exemple, toujours selon ta narration,
serait entourée d'enjeux diplomatiques et géopolitiques qui la propulsent sur le devant de la scène. De même, tu admets que le dossier de Saad Agba peut toucher davantage les gens, provoquer plus d'émotions. Et comment ne pas comprendre, dans la version que tu racontes, l'effet que cela produit? Un homme de 80 ans, rappelons-le, qui se retrouve derrière les barreaux pour une simple prise de position, une analyse ou un commentaire sur un épisode historique largement documenté dans une multitude d'ouvrages. Dans ton récit, cet emprisonnement choque, bouleverse, secoue l'opinion et c'est compréhensible. Tu dis aussi que tu sais reconnaître la réalité, un pays traversé par une cascade de difficultés. Le dinar qui plonge l'économie, qui suffoque les incertitudes qui s'enchaînent, la question du Sahara occidental, les pressions extérieures. Bref, dans l'histoire que tu rapportes, la liste des crises est longue, interminable même. On peut comprendre, dis-tu, que l'Algérie soit secouée de toutes parts. Entre le chaos dans le dossier palestinien, les pressions internationales, les tensions diplomatiques, rien n'est simple. Tu le reconnais, le pays croule sous les crises, les polémiques explosent dans tous les domaines, les scandales fleurissent dans chaque recoin de l'appareil d'État. Mais malgré ce raz-de-marée de problèmes, tu rappelles que l'affaire dont tu parles n'est pas un simple incident. Tu insistes, là il est question de torture, pas d'un débat politique ou d'une divergence d'opinion. Non, on parle de souffrances infligées à 2 citoyens algériens, un homme et une femme. Dans ton récit, ils ont été brisés, humiliés, écrasés. Leur dignité, leur honneur, leur humanité même, tout aurait été piétiné. Et que dit-on aujourd'hui sur ce dossier brûlant? Toujours selon le récit que tu exposes, l'une des 2 victimes aurait pris l'initiative de se présenter elle-même devant les autorités algériennes, volontairement, sans se cacher. Elle aurait tout livré, documents, témoignages, éléments à charge, tout mis entre les mains des institutions. Mais pendant ce temps, toujours selon ce que vous avez découvert dans votre enquête sur l'affaire Hamlaoui, il se serait passé quelque chose d'assez saisissant. Avant même que Yassine Benna ne soit entendu une seule fois, avant la moindre audition officielle Ibtissam Hamlaoui, dès les tout premiers jours où son nom a commencé à circuler sur les réseaux, aurait discrètement foncé au siège du Croissant Rouge à Alger. Ce que tu racontes ensuite est encore plus troublant, elle ne serait pas venue les mains vides. Elle serait repartie avec des cartons. 3 pour être exact. 3 boîtes remplies de documents. Elle aurait vidé son bureau, nettoyé les lieux, et tout aurait disparu, comme par enchantement. Pas un papier, pas une trace. Dans le récit que tu décris, elle aurait choisi son moment avec une précision troublante un vendredi. Pas un jour ordinaire, non. Un jour de repos, un week-end, un moment où les bureaux du Croissant Rouge algérien étaient totalement déserts. Silence radio dans les couloirs, pas un employé à l'horizon. Elle serait arrivée tranquillement avec sa propre voiture. Selon ton témoignage, elle ne serait pas repartie. Les mains vides, 3 cartons remplis de documents auraient été embarqués direction inconnue. Et depuis, plus aucune trace. Toujours dans ce que tu rapportes, même la moindre preuve de sa présence, ce jour-là aurait été effacé. On ne sait rien des documents qu'elle a récupérés, ni leur contenu, ni leur importance. Ce qu'il y avait dans ces boîtes, mystère total, rien à filtrer, c'est comme si tout avait été avalé par un trou noir administratif. Ce que l'on sait selon ton récit, c'est qu'elle serait repartie ce jour-là avec 3 cartons bien pleins et qu'on ne les a jamais revus. Pourquoi parler de disparition? Pourquoi utiliser ce mot si fort? Tu y réponds parce que, toujours selon ce que tu exposes, elle aurait pris soin d'effacer toute trace de son passage. Comment? D'après les informations que tu rapportes, elle aurait exigé des services informatiques qu'ils passent en revue les enregistrements vidéo de ce fameux vendredi et qu'ils les suppriment. Les images captées par les caméras de surveillance de la Direction générale du Croissant Rouge algérien auraient, selon ton récit, été purement et simplement effacées. Résultat, plus rien. Tout aurait été effacé. Les vidéos disparues, les cartons partis vers une destination qu'on ignore totalement. Pour y faire quoi? Aucune idée. On ne sait pas ce qu'ils contenaient. On ne sait même pas pourquoi ils ont été emportés. Et dans cette histoire-là, comme tu le dis, on ne sait rien. Absolument rien. Dans l'histoire que tu racontes, une fois qu'elle aurait eu tout le temps nécessaire pour récupérer, cacher ou même faire disparaître certains documents,
Tu expliques que l'enquête ne peut plus avancer normalement. Dès lors qu'elle aurait pu soustraire des éléments, les détruire ou les cacher quelque part, tu considères que toute procédure devient bancale, biaisée dès le départ. Tu vas même plus loin dans ton récit. Tu affirmes que l'enquête risque fort de n'aboutir à rien de significatif. La vérité, selon ce que tu relates, resterait enfouie, brouillée, masquée. Pourquoi ? Parce que toujours dans ta version des faits, des pièces essentielles auraient disparu, certaines cachées d'autres, dis-tu peut-être détruites, effacées, enterrées. Bref, tout ce qui aurait pu servir à éclairer l'affaire serait parti en fumée. Alors, qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? Pas grand-chose à part le silence. Yassina est toujours en Algérie, mais depuis son retour et son fameux témoignage, il s'est complètement volatilisé des radars. Plus un mot, plus une apparition sur les réseaux. Silence radio, coïncidence. Peut-être, ou peut-être pas. On peut se demander s'il a été prié gentiment ou fermement de se taire. Difficile à dire. Et maintenant, que va-t-il devenir ? C'est le flou total. Et puis tu glisses une anecdote étrange, il serait parti manger. Littéralement. Voilà toute l'info. De son côté, elle, toujours selon ce que tu observes, aurait récemment publié un statut sur Facebook. Un post tranchant où elle critique ouvertement la situation du loup algérien sans mâcher ses mots. Mais là aussi, même mystère. Que va-t-il advenir d'elle et de Hadj Zoné ? Silence complet. Aucun indice. Le flou encore et toujours. Alors soyons clairs, ce qu'on appelle gestion de crise dans cette affaire, ce n'était rien d'autre qu'un plan de silence orchestré. Et ce n'est pas une impression floue, dis-tu. C'est une certitude. Tu affirmes que tes sources te l'ont confirmé noir sur blanc, l'objectif dès le départ n'a jamais été de faire justice. Il fallait faire taire. Point. Jamais toujours, selon ce que tu rapportes, il n'a été question d'ouvrir une vraie enquête sur Hamlaoui. Pas d'interrogatoire, pas d'inculpation, pas de suspension, encore moins de sanctions. Non. Le seul but, tu dis, c'était d'étouffer l'affaire. De faire taire ceux qui en parlaient, de neutraliser ceux qui, par leur témoignage, risquaient de faire éclater la vérité au grand jour, de les faire disparaître du débat public, surtout sur les réseaux. Pourquoi tu es catégorique pour protéger Ham ? Car jusqu'à preuve du contraire, cette personne bénéficierait d'un véritable bouclier de protection. Et tu poses une question simple, presque évidente, dans n'importe quel état digne de ce nom, quand des accusations de torture, de maltraitance ou de traitement inhumain surgissent, la justice ne reste pas muette pendant 1 mois. On convoque, on auditionne, on interroge. Ici, rien. Et c'est là, selon toi, que le scandale devient encore plus grave. On a tenté d'imposer le silence. On a tout fait pour faire disparaître cette affaire dans un nuage d'oubli. Pourquoi ? Parce que selon ce qu'on te rapporte, Ham détesterait être placé sous pression. On le dit très clair, pas question pour lui de prendre une décision, encore moins de sanctionner sans être armé de preuves irréfutables. Mais alors, ces fameuses preuves, elles justement ont été transmises. L'intéressé est rentré au pays. Il a livré tout ce qu'il avait entre les mains. Alors si vraiment on attend que la moindre action contre Ham soit conditionnée à des faits concrets, des récits étayés, une confrontation devient inévitable. Il faudra tôt ou tard le mettre face aux témoignages, aux accusations, aux éléments qui ont émergé. Et tu ajoutes que la chose est d'une simplicité désarmante. Pour savoir si Zitouni a menti, il suffit de demander à la DCSA de mener une vérification basique. Une descente à la brigade de recherche et d'investigation de Bondraï, c'est tout. Les agents de cette brigade peuvent être interrogés, écoutés, et tout serait plus clair. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? Voilà la vraie question. Franchement, convoquer les magistrats du tribunal de Mondra, c'était pas sorcier. Il suffisait de les réunir, de leur poser 2 ou 3 questions bien précises. Qui vous a soufflé à l'oreille de coffrer Hadj Zitouni, qui vous a glissé l'ordre d'agir. Et là, ce qui fait grincer des dents, c'est que dans le dossier judiciaire de Hadj Zitouni, noir sur blanc, une expertise indépendante affirme qu'il n'a strictement rien à voir avec les publications Facebook visées. Aucune connexion ni directe ni indirecte avec les fameux posts accusés d'avoir porté atteinte à l'image des petits Hamlais. Alors la vraie question reste suspendue dans l'air, qu'est-ce qui justifie leur mise sous les verrous ? Pourquoi ont-ils été enfermés alors même que l'enquête technique les blanchit totalement
Innocent sur toute la ligne, mais derrière les barreaux. Voilà l'absurdité. Dans l'affaire Hamlaoui, ce ne sont pas les zones d'ombre qui manquent. Et le plus troublant, c'est qu'on pressent qu'on n'aura jamais les réponses. Pourquoi ? Parce que personne n'ose effleurer Hamlaoui. C'est devenu un tabou ambulant. Si elle chute, si elle est éjectée ou même juste rappelée à l'ordre, alors là, le scandale pourrait se transformer en déflagration incontrôlable. Alors que fait-on ? On préfère museler. On cherche à anesthésier toutes les voix, à imposer un calme radio généralisé. Parce qu'au fond, ce silence n'est pas juste une absence de bruit, c'est un barrage contre une vérité trop explosive. On verrouille tout de peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Car une Hamlaoui qui n'a plus rien à perdre, qui serait lâchée par le système, pourrait bien se révéler 1000 fois plus redoutable que lorsqu'elle opérait à l'intérieur. Elle a tout vu, elle a tout entendu. Et surtout, elle en sait beaucoup trop.